Bonjour les humains! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet obscur, fait que on va boire dans une tasse de chat noir. Aujourd'hui, on va répondre à une question de Pascal, puis on va essayer de savoir aujourd'hui, c'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise source? Pour commencer, on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est une source. En réalité, une source, c'est l'endroit où tu vas aller chercher ton information. Puis le travail d'une source, c'est de te transmettre l'information la plus fidèle possible par rapport à ce qu'elle sait. Autrement dit, là, c'est un petit peu comme le jeu du téléphone arabe, sauf que plutôt que de transmettre une phrase exacte, on va essayer de transmettre une idée à la place. Comme mon téléphone arabe, moins il y a d'intermédiaires entre la première personne qui fournit une information puis la personne qui reçoit l'information, plus tu as de chances que l'information soit fidèle. Tu as les sources primaires puis les sources secondaires. Les sources primaires, autrement dit, c'est les scientifiques puis ceux qui observent les phénomènes. Puis les sources secondaires, ça va être ceux qui vont prendre les informations des scientifiques, qui vont les traduire en quelque sorte en langage courant, ou qui vont les vulgariser, puis qui vont les amener chez les gens finalement, qui vont les amener à la population, qui vont vous les amener pour que vous soyez capable de comprendre le sujet. Autrement dit, une source secondaire, c'est un petit peu ce que je fais en ce moment. On va se pencher un petit peu plus par contre sur ce que c'est les sources primaires, parce que on va les diviser en deux catégories. Premièrement, on va mettre l'observation d'un phénomène ou l'expérimentation de quelque chose d'un côté, puis on va mettre les entrevues avec des spécialistes d'un autre côté. Pourquoi? Parce que l'information que tu obtiens d'une observation ou d'une expérimentation, elle est toujours plus valide en quelque sorte que l'information que tu vas obtenir d'une entrevue avec un scientifique ou un spécialiste. Parce que l'information que le spécialiste va te donner, c'est une information qui est biaisée par la vision du scientifique en quelque sorte. Par contre, le problème avec les expérimentations, c'est que c'est difficile à comprendre. Ça te prend une bonne formation dans le milieu dans lequel ton expérimentation est faite pour comprendre et pouvoir interpréter des résultats d'une expérimentation ou d'une observation. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner de la difficulté d'interprétation d'une étude, d'une observation scientifique, ce serait une étude, exemple, sur la toxicité de la cigarette électronique. Pour moi, je comprends rien. Fait que de base, je suis mieux d'aller voir un spécialiste, puis de lui poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire ton étude? Parce que lui, il a la formation pour comprendre qu'est-ce que c'est. Si je vais voir le scientifique pour lui poser la question, ça reste une source primaire, ça reste super bon comme information. C'est sûr que j'ai l'aspect de le chercheur, un certain biais par rapport à son étude. Mais n'empêche que ça reste très très proche de la source directe de l'information, puis je suis quand même capable d'avoir une information qui est très fiable. Mais encore, ça aussi, ça demande un certain niveau de connaissance. Par exemple, moi, je suis un spécialiste. Puis, si quelqu'un vient me dire quel est l'avenir de la guerre dans le monde, je pourrais vous répondre que selon la perspective libérale, plus un pays est développé, moins il y a d'intérêt à avoir une armée, donc moins il va y avoir de guerre. Là, pour les politologues qui m'écoutent, je sais qu'il y en a certains qui pompent dans leur siège. Désolé, Lucas. Ce qui est important de constater ici, c'est que de ce que je viens de dire là, à part mes collègues politologues, je suis pas mal certain qu'il n'y a personne qui a compris ce que j'ai dit. Puis plus fort que ça, vous l'avez peut-être même mal interprété. Parce que quelqu'un qui s'y connaît pas bien en relations internationales pourrait penser que la perspective libérale à laquelle je fais référence en ce moment aurait un lien avec, je ne sais pas moi, Lester B. Pearson, Justin Trudeau, ou même Jean Charest, qui sont tous des libéraux théoriquement. Mais ça n'a rien à voir avec eux. Ça se rapproche beaucoup plus d'une philosophie qui a été développée par Emmanuel Kant, en fait, qui dit que les relations internationales vont tendre vers la paix si on favorise le libre-échange. Pour que l'information soit compréhensible pour un auditeur moyen, ça prend quelqu'un d'autre dans cette chaîne-là, entre le chercheur puis vous, pour qu'il puisse prendre l'information, l'interpréter et vous la livrer de manière à ce que ce soit non seulement compréhensible, mais que vous compreniez bien, en réalité,
ce que le chercheur voulait dire au moment où il l'a dit. C'est niaiseux, là. Dans le contexte actuel, ça l'a mené à énormément de problématiques de compréhension là, qui ont amené des théories du complot qui étaient incroyables. Tu sais, quand je vous parlais de la Chine qui voulait contrôler le monde, là, ben en grosse partie, là, les gens qui ont trouvé des documents sur comment on est capable de contrôler le monde à partir d'une crise du coronavirus, c'est essentiellement des gens qui ont mal interprété des sources qu'ils ont trouvées. Je vous ramène là, à la vidéo du monsieur là, qui avait tout surligné son document, qui disait qu'il existait déjà un vaccin pour le coronavirus, pour le SRAS, qu'il y avait eu l'année passée en Asie du Sud-Est. En réalité, la souche du virus qu'on a actuellement, c'est pas la même que celle qu'il y avait l'année passée en Asie du Sud-Est. Ce qui fait en sorte que le vaccin qui a été développé à cette époque-là est pas bon aujourd'hui. Puis on n'a pas créé un virus qui était capable d'être guéri par les Chinois à ce moment-là, parce que le virus, c'est pas le même. Mais la personne qui a trouvé cette source primaire-là, c'est-à-dire l'expérimentation ou le développement du vaccin pour la source de virus de l'année passée, ben, elle pensait avoir une bonne source parce qu'elle avait une source primaire dans les mains, quand en réalité, elle l'a juste mal interprétée. C'est la raison pour laquelle la source secondaire est souvent très importante. Là. Puis ça, dans les sources secondaires, on trouve plein de choses intéressantes. Là. Les encyclopédies en font partie, la plupart des journalistes font partie d'une source secondaire, mais je te dirais qu'il y a les grandes instances de santé internationale, les grandes instances de recherche internationale ou nationale, ben c'est ça qu'ils font aussi. C'est en quelque sorte, c'est des sources secondaires qui vont interpréter les résultats d'études puis qui vont livrer un message qui est un petit peu plus vulgarisé pour que la moyenne de la population comprenne c'est quoi la conclusion de l'étude. Puis la source secondaire, ça veut rester valide ou ça veut être importante. Elle a quelque chose à faire qui est particulier. C'est qu'elle doit s'accorder avec ce qu'on appelle le consensus scientifique. Pourquoi? Là, on en revient au point où je vous disais que les experts, là, ben, ils ont un biais dans leur analyse d'études. Plus un sujet est populaire, plus il y a de chercheurs qui font de la recherche sur le sujet. Si tu multiplies le nombre d'études sur un même sujet, tu vas nécessairement augmenter par la même occasion la probabilité de chance que tu tombes sur une étude qui est contradictoire avec les autres. Je veux un petit exemple comme ça. Là. Quand on a déterminé que la cigarette, ça causait le cancer, là, il y avait des centaines d'études qui étaient faites sur la cigarette. Sur ces centaines d'études-là, il y en avait beaucoup qui disaient que la cigarette c'était dangereux. Puis il y en avait quelques-unes qui disaient que la cigarette, ben, ça n'avait aucun lien avec le cancer. Tellement que ça a été un débat dans la communauté scientifique pendant plusieurs années avant qu'on puisse affirmer que la cigarette c'était dangereux pour la santé. By a competent medical specialist and his staff on the effects of smoking Chesterfields. A group of people smoked only Chesterfields for 6 months in their normal amount, 10 to 40 a day. 45% of the group have smoked Chesterfields from 1 to 30 years for an average of 10 years each. At the beginning and end of the 6 months period, each smoker was given a thorough examination including x-rays. The examination covered the sinuses, nose, ears, and throat. After a thorough examination of every member of the group, the medical specialist stated, "It is my opinion that the ears, nose, throat, and accessory organs of all participating subjects examined by me were not adversely affected in the 6 months period by smoking the cigarettes provided." C'est là que pour celui qui veut être une source secondaire, ça devient important d'aller prendre plusieurs points de vue différents pour être capable de voir à travers ces études-là quelle étude répond au plus de problématiques. Comment qu'on réalise une étude? Bon, on l'a déjà vu, là, mais c'est en se posant des questions. Puis des fois, il y a certaines études qui ne se posent pas les bonnes questions ou qui ne posent pas assez de questions, raison pour lesquelles ils obtiennent des conclusions qui sont un petit peu différentes ou qui sont plus vagues. Puis à ce moment-là, il faut aller voir les autres études qui, elles, permettent de répondre aux mêmes questions et d'aller encore plus loin pour voir c'est quoi la validité des résultats. Puis inquiétez-vous pas, là, peu importe le sujet, on trouve toujours des scientifiques qui disent une chose, puis d'autres qui disent une autre chose. Sauf que si on focus notre recherche sur juste un des deux côtés, ben notre résultat est encore biaisé. Ça fait de nous une mauvaise source. On prend un exemple comme ça. Pendant le 11 septembre, homme amené à quelque part dans le monde, il y a des avions qui ont foncé dans des tours dans une grande ville américaine. Ça a été un événement médiatique mondial extrêmement publicisé. Ça s'appelle le 11 septembre. Comme ça a été extrêmement médiatisé, comme il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés à ce sujet-là, il y a effectivement une panoplie de théories du complot qui sont venues avec ça. Mais il y a surtout beaucoup de scientifiques, d'ingénieurs, d'analystes qui se sont penchés sur les causes, sur comment ça avait pu tomber, sur qu'est-ce qui a pu se passer pour que les tours finissent par s'écrouler, puis causer autant de morts. Finalement,
La plupart des scientifiques qui ont travaillé sur le sujet ont tous conclu que c'est les avions qui sont rentrés d'un tour qui ont fait tomber les tours du World Trade Center. Mais malgré tout, sur les 3500 personnes qui ont étudié le projet, il y en a quand même 5 qui se sont dit « Ben man, ça se peut pas que ce soit les avions qui aient fait tomber ces tours-là. » Puis là, c'est là qu'il y a une problématique. Parce que si tu concentres ton focus sur juste les 5 qui croient que c'est pas les avions qui ont pu faire tomber les tours du World Trade Center, mais c'est comme si tu collais volontairement le nez sur l'arbre qui cache la forêt en arrière. C'est là que ça devient important d'avoir un débat scientifique, parce qu'en réalité, en science, on ne rejette jamais un argument, sauf si on a été capable de l'invalider au préalable. C'est quand on obtient un consensus scientifique autour de quelque chose, c'est parce qu'on a été capable d'invalider tous les arguments qui ne nous semblent pas raisonnables. Puis ce travail-là, il y a des gens qui le font pour vous déjà. Vous pouvez le faire si vous voulez. Là. Vous pouvez aller chercher chacune des sources primaires, lire toutes les études, aller voir tous les spécialistes, puis essayer de comprendre c'est quoi leur point de vue. Mais pour ça, ça vous prend des études universitaires pour comprendre de quoi les spécialistes parlent à la base, premièrement. Deuxièmement, il va falloir que vous fassiez un travail qui est colossal pour faire ça, qui demande énormément de temps. Ça, là, même un scientifique tout seul dans son salon ne fait pas ça. Pour vrai, il y a des gens qui sont payés par des universités ou par des instances internationales ou nationales pour faire ce qu'on appelle des méta-analyses. Une méta-analyse, c'est ça. C'est un groupe de chercheurs qui décide de prendre toutes les études qui ont été faites sur le sujet pour aller colliger l'information qu'il y a là-dedans, l'amener dans un seul document, puis dire cette recherche-là est valide, cette recherche-là n'est pas valide à cause de leur méthodologie, parce que ces études-là répondent à des bonnes questions, parce que ces études-là proposent des questions qui n'ont aucun rapport. Puis c'est à ce moment-là qu'on va établir un consensus scientifique. Puis ces organisations-là qui financent des méta-analyses comme ça, c'est des organisations publiques. C'est le gouvernement du Canada, le gouvernement français, c'est l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies, la plupart des organisations de santé mondiale comme la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières, Médecins du monde, généralement ont assez de budget aussi pour faire des méta-analyses comme ça. C'est un steak avec la face de Donald Trump. Puis rendu là, quand le gouvernement fait une méta-analyse ou quand l'OMS fait une méta-analyse qui établit un consensus scientifique, on peut toujours défaire ce consensus scientifique-là. C'est possible en présentant des recherches ou des études qui sont basées sur des observations qui sont différentes de ce qui a été étudié dans la méta-analyse. Par contre, c'est pas à la portée de tout le monde. Puis rendu là, il faut surtout faire attention au genre de chercheurs qui ont le syndrome de Galilée. C'est ceux qui disent « Ouais, mais Galilée, là, lui, il était le seul à penser pas comme les autres, puis c'est lui qui avait raison finalement. » Les gens qui disent ça, il y a une affaire qu'ils comprennent pas très bien à la base. C'est que la théorie de Galilée se tenait pas vraiment au moment où il l'a présentée. Ce qui mettait en fait la théorie de Galilée comme étant quelque chose de pas très clair, puis qu'on ne pouvait pas se baser uniquement sur la théorie de Galilée pour être capable de modifier la physique au grand complet. Parce qu'une personne, c'est capable de changer toutes les lois de la physique. Puis ça, on l'a vu un petit peu plus tard. On l'a vu avec Albert Einstein, qui nous a amené la théorie de la relativité générale, qui a utilisé la physique gaussienne. Je le sais que c'est difficile à comprendre, c'est des termes un peu complexes, mais ultimement, Gauss avait apporté un modèle mathématique où il ne considérait plus les mathématiques ou la géométrie comme étant sur simplement deux plans. Puis Albert Einstein est parti de cette théorie-là qui était un peu chambranlante au début pour construire la théorie de la relativité générale. Et il a tellement bien pensé sa théorie, il l'a tellement bien expliqué, puis il l'a tellement bien appliqué qu'on ne pouvait pas réfuter la théorie de la relativité générale et on a adopté la théorie de la relativité générale tellement profondément qu'on a changé notre conception des lois de la physique pour adopter la vision d'Albert Einstein. Donc quand on rejette l'opinion d'un scientifique, c'est pas parce qu'on le prend pour Galilée, c'est tout simplement parce que sa théorie est farfelue ou elle ne permet pas de répondre aux questions de la communauté scientifique ou du consensus scientifique. En conclusion, pour évaluer la qualité de la source qu'on a devant nous, la première chose qu'on doit faire, c'est se poser la question: est-ce que je suis en train de conforter mon opinion? Ou est-ce que je suis en train de vouloir apprendre sur le sujet? Pour ça, il faut admettre qu'on n'est pas un expert du sujet sur lequel on est en train de rechercher, puis qu'on est encore capable d'en apprendre sur le sujet. Deuxièmement, il faut trouver des sources qui sont bien vulgarisées. Des sources qu'on comprend,
Si jamais il y a des mots avec lesquels on n'est pas certain, mais il faut aller les chercher dans d'autres sources ailleurs pour bien comprendre ce qui est expliqué, ou il faut trouver quelqu'un qui est capable de nous expliquer ce que ça veut dire ces mots-là. Finalement, il faut s'assurer que la source qu'on est en train de lire, elle n'a pas le syndrome de Galilée. Parce que si c'est la seule à dire quelque chose de différent, ou si c'est quelqu'un qui ne se base pas sur un consensus scientifique, c'est qu'elle n'est pas allée chercher son information à suffisamment de places différentes pour être capable d'établir qu'il y a un consensus autour d'un avis particulier. Quatrièmement, c'est-à-dire il faut s'assurer que cette source-là, elle le dit où est-ce qu'elle prend son information, sur quel chercheur elle s'est basée, puis pourquoi elle en a rejeté, puis pourquoi elle en a accepté d'autres. Finalement, il y a des gens qui font déjà ça. La plupart des grands journaux, du moins au Canada, le font déjà. Parce que la plupart des journalistes, si on ne parle pas de chroniqueurs là, qui font de l'opinion, on prend des journalistes qui font des articles, mais eux ont déjà une certaine rigueur et une certaine éthique de travail qui est relativement bonne, puis qui va être assez neutre, qui va nous donner c'est quoi l'avis de la communauté scientifique. Sinon, vous pouvez toujours vous baser sur l'opinion des grandes institutions, le gouvernement, l'OMS, l'ONU, c'est ceux qui font déjà le travail de méta-analyse puis le travail de colliger l'information. Sur ce, à la prochaine!